C'était en 2017, à la cérémonie des Molières. L'humoriste Blanche Cardin a fait une excellente remarque sur l'adage invitant à séparer l'homme de l'artiste. Parce qu'on ne dit pas, par exemple, d'un boulanger, oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Depuis quelques années, et surtout depuis le mouvement MeToo, on ne compte plus le nombre d'affaires qui soulèvent cette question délicate. Gisèle Sapiro est sociologue, spécialiste du champ littéraire. Dans son livre « Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?», elle propose une réflexion sur les arguments qui ont été mis en balance quand on s'est demandé s'il fallait donner un César à Roman Polanski alors qu'il a été poursuivi pour viol, s'il fallait censurer les chansons misogynes du rappeur Orelsan ou s'il fallait retirer de la vente les romans du pédophile Matt Neff. Le jugement que l'on porte sur un auteur doit-il influencer celui que l'on porte sur son œuvre ? L'art peut-il s'extraire de toute considération morale ? Peut-on séparer l'œuvre de l'auteur ? Dans son livre, Gisèle Sapiro s'est penchée sur plusieurs affaires où des artistes, écrivains, réalisateurs, chanteurs ont été mis en cause, soit parce qu'ils avaient eux-mêmes eu un comportement ou des idées répréhensibles, et on s'est demandé si ça modifiait le regard qu'on portait sur leur œuvre. Ça crache sur toutes les autres victimes qui sont victimes de viol, pas par Polanski, mais en général, qu'un homme comme ça puisse s'exprimer encore, faire des films qui s'appellent « J'accuse ». Soit parce que leur œuvre elle-même était choquante, et on pouvait se demander ce que ça reflétait de la vie ou des opinions de l'auteur. On verra comment tu suces quand je te déboîterai la mâchoire. T'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Mais avant de parler de certaines de ces affaires, c'est utile de faire un petit détour historique pour comprendre comment s'est construite la figure même de l'auteur. La définition même de la notion d'auteur du point de vue juridique, elle se construit sur la responsabilité pénale par rapport à tout ce qu'il produit. Il ou elle. Donc c'est à partir de là que Foucault a défini la fonction auteur en montrant que cette notion de l'auteur, socialement, elle émerge surtout avec l'édit de Chateaubriand qui oblige les auteurs et les éditeurs à apposer leur nom sur chaque ouvrage afin de pouvoir être poursuivis en cas de transgression du discours autorisé. C'est pour ça que Foucault dit que l'appropriation pénale de l'auteur, elle a précédé la propriété littéraire qui n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. C'est le Copyright Act en Angleterre, et puis en France c'est plus tardif, c'est le décret de 1777 qui va être réitéré par la Révolution française. J'adore l'idée que c'est parce qu'il fallait pouvoir poursuivre le responsable d'un texte interdit que s'est développée la pratique qui semble aujourd'hui naturelle d'indiquer le nom de l'auteur. À l'époque de l'édit royal de Chateaubriand au XVIe siècle, on était en plein dans les guerres de religion et c'était les écrits protestants qui étaient dans le viseur. En tout cas, la croyance dans le lien intime entre l'œuvre et l'écrivain a d'abord fondé la responsabilité pénale de l'auteur bien avant de justifier sa propriété intellectuelle. Et on peut aussi remarquer que s'il y a responsabilité pénale, c'est que l'on suppose que les écrits, les mots, sont susceptibles de produire de vrais effets sur les lecteurs, soit de les influencer moralement, soit carrément de les pousser à agir d'une certaine manière. Cette responsabilisation pénale de l'auteur est aussi à l'origine de la construction d'une responsabilité morale des auteurs au XVIIIe siècle, la revendication d'une responsabilité morale qu'ils vont constituer parfois contre la responsabilité pénale, justement pour défendre la liberté d'expression, dire la vérité, même si la vérité dérange les puissants, les pouvoirs, parce que la loi protège surtout en fait le régime, la monarchie, l'aristocratie, l'Église, et donc l'idée d'avoir le droit de transgresser ces lois pour dire la vérité ou pour rétablir la justice. Autrement dit, si la fonction auteur a d'abord été définie par la responsabilité pénale, à partir du XVIIIe siècle, les auteurs ont investi subjectivement cette responsabilité d'un point de vue plus éthique. C'est comme ça qu'émerge la figure de l'intellectuel engagé, qui a été incarnée par des écrivains comme Voltaire, Sartre et Zola, qui se sont battus pour la liberté d'expression. Alors cette revendication d'autonomie de l'art, elle est très intriquée à l'histoire des luttes pour la liberté d'expression, qui remonte au début du 19e siècle. Donc les écrivains, et c'était l'objet de mon livre sur la responsabilité de l'écrivain, ont été un peu des fers de lance de la lutte pour la conquête de la liberté d'expression. Alors ça s'est joué d'une part sur le droit à critiquer les institutions et d'autre part sur la lutte contre l'idéologie dominante et la morale bourgeoise. Et c'est ce moment-là de promotion de l'art pour l'art qui
apparaît avec la fameuse préface de Théophile Gautier à Mademoiselle de Maupin, où il revendique cette idée de l'art pour l'art, que l'art ne doit pas se soumettre en fait à la morale. Cette affirmation par les écrivains modernes de leur autonomie par rapport au pouvoir d'une part et à la morale publique d'autre part a donc donné lieu à deux postures opposées. D'un côté, celle de l'intellectuel engagé à la Zola, et de l'autre, celle de l'esthète qui revendique de faire de l'art pour l'art, comme dit le poète Théophile Gautier, c'est-à-dire qui vise la jouissance désintéressée pour le beau, hors de toute considération politique ou morale. Et c'est quelque chose que Flaubert et Baudelaire vont incarner dans leur œuvre. Flaubert avec Madame Bovary, où il dit « je vais faire un livre sur rien ». Bon, ce rien, c'est l'adultère, mais pour lui, c'est rien. Et Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Flaubert et Baudelaire ont tous les deux été accusés d'outrage à la morale publique par le même procureur, Ernest Pinard. On a retrouvé une très belle critique du Figaro qui s'offusquait à l'époque de l'obscénité dans Les Fleurs du Mal. Jamais on ne vit mordre et même mâcher autant de seins dans si peu de pages. Jamais on assista à une semblable revue de démons, de fœtus, de diables, de chloroses, de chats et de vermines. Ce livre est un hôpital ouvert à toutes les démences de l'esprit, à toutes les putridités du cœur. Encore si c'était pour les guérir, mais elles sont incurables. C'était pas idéologique en fait leur démarche. C'était vraiment affirmer la forme, la beauté de l'écriture. Et en fait, tous les deux ont un procès sous le Second Empire, un procès parce que justement l'art pour l'art est une menace pour l'idéologie dominante, parce qu'elle peut remettre en cause des normes. Alors c'est pas le sujet de l'adultère, c'est le traitement, la manière dont Flaubert traite l'adultère. Alors il est accusé de magnifier l'adultère par le procureur Pinard, parce qu'il utilise des procédés nouveaux en France, contrairement à Balzac qui jugeait ses personnages, qui intervenait parler aux lecteurs et aux lectrices en disant « voyez là, ce voyou ». Flaubert, lui, narrateur impassible, il n'intervient pas, il ne juge pas Emma Bovary, et parfois même, on a l'impression qu'il est en empathie puisqu'il adopte son point de vue, en fait. Voilà. Et ça a fait scandale. Ce qui est très intéressant, c'est la critique que Baudelaire fait avant son propre procès pour Les Fleurs du Mal de Madame Bovary, où il dit Madame Bovary n'est pas coupable de ce dont on l'accuse, mais même si le livre était coupable de cela, il faudrait l'absoudre à cause de sa beauté. On ne résiste pas au sourire des anges. On se laisse entraîner par ce qui est beau. Donc ça a été un moment important et qui est resté en France très important, cette idée de il faut pas soumettre l'art à l'idéologie ni à la morale. La tradition réaliste, elle défendait l'idée qu'il fallait décrire tout ce qui se passe pour aider à comprendre. Il y avait une sorte de dimension aussi un peu pédagogique. C'est une conception de la littérature pour faire connaître le monde social. L'adultère existe, donc dans le monde. En fait, ne pas en parler, c'est de l'hypocrisie bourgeoise. C'était tabou parce que c'était le moment où la morale bourgeoise se constituait autour du couple et de la famille. Les débats autour d'Emma Bovary et des Fleurs du Mal ont permis d'affirmer l'autonomie de la littérature par rapport aux conventions morales d'une époque. Mais même pour Flaubert, cet affranchissement-là n'implique pas pour autant de nier les liens qu'il entretient avec son œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'explorer évidemment cette zone du rapport entre l'auteur et l'œuvre, parce que Flaubert a quand même dit « Madame Bovary, c'est moi ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est peut-être apocryphe, mais l'auteur est toujours quelque part dans l'œuvre, et c'est ça qui est intéressant. C'est tout un espace interprétatif entre l'auteur, le narrateur, les personnages de fiction, et le rapport à la vie. Il peut être explicite, mais il peut être aussi caché, dissimulé, il peut être métaphorisé, il peut être déplacé. Souvent aussi, une des stratégies des écrivains de fiction, c'est de répartir en fait entre plusieurs personnages des propriétés. Les procès littéraires de Flaubert et de Baudelaire sont des jalons importants de la conquête de la liberté d'expression, qui a finalement été consacrée par la loi de la liberté de la presse de 1881, encore en vigueur aujourd'hui. Alors le contenu de cette loi est éclairant pour notre question. D'un côté, elle protège la libre expression, mais d'un autre, elle précise les limites de cette liberté en listant les infractions pour lesquelles l'auteur peut être tenu responsable.
Et en fait, dans les procès d'auteurs qui ont eu lieu plus récemment, et qui peuvent concerner aussi bien des romans que des chansons ou des films, ce que l'on va chercher à déterminer, c'est la nature plus ou moins fictionnelle de l'œuvre. J'en ai parlé avec Baptiste Nicot, maître de conférences en droit privé. Sous la loi de 1880 sur la liberté de la presse, tout ce qui est diffamation, injure, incitation à la haine, on considère classiquement qu'on ne prendra en considération que les propos qui relèvent de la pensée de l'auteur, mais pas ceux qui relèvent du prisme fictionnel, pour accorder une liberté artistique. En revanche, quand on recherche ce prisme fictionnel, c'est là qu'on voit qu'on ne sépare pas complètement l'auteur de la fiction qu'il a créée. Pour vous donner un exemple qui est très clair, c'est une affaire qui avait fait beaucoup parler, qui concerne le rappeur Orelsan, pour certaines de ses chansons. Donc il a été poursuivi notamment pour incitation à la haine des femmes pour certains propos. Les propos sont violents, bien sûr, évidemment. Après, c'est quand même un gars qui chante un refrain de R&B en costard sur la plage bourré. Je veux dire, il y a quand même du recul. C'est pas une vidéo violente. On voit que c'est de la fiction, qu'il y a des hyperboles. Pour vérifier si c'était un personnage, on est allé rechercher s'il avait pu légitimer ses propos dans des interviews annexes et finalement dans son comportement dans sa vie d'auteur. Il a été considéré effectivement que dans ses chansons, il était un personnage. Officiellement, c'est seulement depuis 2016 que la liberté de création artistique est consacrée dans la loi française, au-delà de la simple liberté d'expression. Mais en pratique, les écrivains étaient déjà assez libres pour représenter ce qu'ils voulaient, à condition qu'ils ne fassent pas l'apologie de crimes. Un exemple, je trouve, qui est assez parlant pour illustrer représentation versus apologie, c'est Lolita de Nabokov versus Matzneff, par exemple. Lolita, c'est un roman, et il y a eu un débat sur Lolita, mais très clairement, on voit bien que le personnage est malade, hein, et c'est ce que disait Nabokov. Voilà, donc il y a une très très grosse différence entre justement représentation et apologie. Évidemment qu'il faut explorer ces zones sombres de l'humanité. Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. La mise en fiction permet en fait de les explorer sans forcément en faire l'apologie. En fait, l'enjeu n'est pas tant d'évaluer la moralité d'une œuvre, puisqu'on voit bien que les normes varient d'une époque à l'autre. Et de toute façon, c'est précieux que les écrivains explorent par la fiction la part sombre, immorale, violente de la psyché humaine. L'enjeu, c'est plutôt de savoir si on a affaire à de la représentation ou de l'apologie. A priori, quand une fiction met en scène des discours choquants, c'est par définition de la représentation. Cette distinction a été explicitement formulée en 2006 pour justifier la relaxe de l'écrivain Éric Bénier-Burkel, qui était poursuivi pour incitation à la haine raciale à cause de la diatribe antisémite d'un personnage de son roman Pogrom. Mais ce n'est pas si simple. J'en ai parlé avec Anna Arzumanov, maîtresse de conférences en littérature, qui a travaillé sur les procès de fiction. Et elle trouve que la décision du tribunal sur Pogrom est contestable. Pour elle, c'est trop facile de s'abriter derrière l'argument de la fiction. Dans cette œuvre, un écrivain qui s'appelle Éric Bénier-Burkel représente un personnage qui a beaucoup de points communs avec l'écrivain, professeur de philosophie à Paris, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il donne la parole à un personnage arabe qui s'appelle Mourad, qui n'a jamais la parole autrement. C'est un personnage qui apparaît comme ça et qui disparaît. Mais il lui donne un monologue très long, de plusieurs pages, où on finit par ne plus savoir qui parle. Enfin, en fait, c'est une sorte de brûlot antisémite. Le tribunal a considéré que, ici, puisque c'est un personnage fictif qui parle, il y a une distanciation qui est inhérente à la fiction. Moi, ce que je trouve contestable dans cette décision, c'est qu'il ne faut pas en faire un principe a priori, et il faut regarder dans le détail. Et c'est là, je pense, que les études en littérature ont leur sens, parce que en fait, on voit dans la littérature des gens qui ont des obsessions. Là, on sent bien une obsession antisémite de la part de l'auteur. Ça montre que la frontière entre fiction et non-fiction n'est pas si simple et qu'on ne peut pas dire a priori que l'excuse de fiction, en fait, permet tout. Au contraire, je crois qu'il faut une étude assez précise qui montre le glissement possible et la contamination possible entre la voix de l'auteur et la voix du personnage. Et d'ailleurs, dans les études littéraires,
Il y a une discipline qui s'appelle la narratologie qui peut se consacrer justement à ça, à voir quel est le point de vue qu'on représente. Est-ce qu'on représente un point de vue de quelqu'un qu'on met à distance ou pas? On peut donc vouloir séparer l'œuvre de l'auteur dans le sens de vouloir préserver la liberté de création et extraire la littérature de l'ordre moral, sans se priver de réfléchir aux liens qui existent entre les deux. De fait, les écrivains jouent constamment avec les doubles fictionnels. On peut citer une autre affaire assez similaire à celle d'Éric Bénet-Burkel et qui concerne Michel Houellebecq. Dans son 3e roman, Plateforme, le narrateur s'appelle Michel et il y a là encore un personnage secondaire qui sort un peu de nulle part et qui fait un long réquisitoire, cette fois contre l'islam. Houellebecq, dans ses romans, souvent, ce sont des romans à la première personne par un jeu qui n'est pas le jeu de l'auteur. C'est un personnage qui a des propriétés différentes, mais il peut avoir certains traits qui le rapprochent de l'auteur. Et du coup, ça pose la question de savoir est-ce que l'idéologie du personnage, par exemple dans Plateforme, est-ce qu'elle est proche de celle de l'auteur ou non. Houellebecq, c'est vrai que c'est un cas intéressant où il cultive cette ambiguïté. Il cultive complètement cette ambiguïté, donc en laissant l'univers romanesque intact sans qu'on puisse y pénétrer de l'extérieur, même si on va avoir, par exemple, dans Plateforme, plusieurs personnages tenant des propos islamophobes et jamais contredits. Et en même temps, est-ce que c'est un roman à thèse? Non, pas vraiment. Enfin, si, ça l'est à un certain degré, puis en même temps, c'est une parodie de roman à thèse. Mais en même temps, Houellebecq va, dans la presse, jeter la petite phrase sur l'islam qui va créer une sorte de rapport entre l'œuvre et les idées de l'auteur sans que ça l'engage plus que ça. Il a été poursuivi pour ses propos dans la presse et en même temps ses défenseurs ont dit mais c'est la littérature qu'on attaque alors que ce n'était pas le roman qui était attaqué. Enfin voilà, donc il joue sur cette ambivalence et c'est un levier de médiatisation bien sûr. Le cas de Michel Houellebecq illustre bien comment l'argument de la liberté de création peut être instrumentalisé pour protéger des déclarations publiques qui en réalité n'appartiennent pas à la sphère littéraire et qui se doivent donc de respecter les limites légales de la liberté d'expression. Toujours est-il que dans le cas de Pogrom et de Plateforme, la distinction entre représentation fictive et apologie réelle du racisme n'est pas évidente à établir. En revanche, il y a d'autres cas où il ne s'agit clairement pas de fiction, comme dans les journaux de Gabriel Matzneff, dont on a reparlé après le témoignage de Vanessa Springora dans son livre Le Consentement, où elle décrit les pratiques pédophiles de l'écrivain. Dans le cas de Matzneff, c'est très clair, il écrit des journaux. Dans les écritures de soi, journal, autobiographie, il y a une sorte de pacte avec les lecteurs et lectrices, disant « je parle de moi, et ce que je dis est censé être vrai ou au moins sincère ». En plus, il met des lettres des gamines dedans pour justement montrer leur consentement et combien elles sont amoureuses de lui. Je prends de votre livre. Quelle bousculade à ma porte et dans mon lit. Un peu plus loin. Au reste, mon lit est déjà plein, j'affiche complet. J'ai des amis qui vous connaissent qui disent que vous n'inventez rien. Non, que c'est tout à fait exact. En fait, le fait qu'il soit publié, c'était déjà une transgression de la loi qu'il ait pu publier. Et c'était, en fait, il ne devait ça qu'à une sorte de tolérance et de protection qui s'était installée autour de lui. Le cas de Matzneff illustre bien la manière dont la conquête de la liberté absolue de création littéraire a pu conduire à une exceptionnalité de la figure de l'écrivain qui peut poser problème. C'est là que le travail du sociologue Pierre Bourdieu a permis d'avoir une approche plus concrète et contextuelle du rôle des écrivains. L'idéologie romantique a fait naître l'idée que le créateur était son propre créateur, en fait, libéré de toutes les contraintes sociales, de tous les déterminismes. Et au moment où Dieu était en train de mourir, émergeait le créateur comme une sorte de puissance démiurge qui n'est pas contrôlée et pas contrôlable par la société. Nous sommes encore tributaires très fortement de cette idée de la singularité, de l'exceptionnalité, en fait, de l'acte de création. L'auteur est aussi le produit de ce que Bourdieu appelle un champ, c'est-à-dire un espace des possibles qui existe, qui lui préexiste, et puis aussi de lutte, de rapport de force. Et il est aussi créé par tous les intermédiaires qui contribuent à sa production, par sa réception critique. Reste la question de savoir ce qu'il faut faire des œuvres dont il s'avère que les auteurs ont eu des comportements ou des discours problématiques, voire criminels. Faut-il les censurer pour autant ? Ça, c'est vraiment très important de dire que critiquer, ce n'est pas censurer, et pouvoir critiquer, c'est même fondamental dans la liberté d'expression que l'on défend.
Alors c'est la grande question qui a émergé. Qu'est-ce qu'on fait des œuvres d'auteurs problématiques et qu'est-ce qu'on fait des œuvres problématiques? Ce sont deux questions différentes. Personne n'a eu l'idée de vouloir censurer Le voyage au bout de la nuit de Céline. La question de la censure, bon, moi je suis pas favorable à l'élimination d'œuvres quand elles ne sont pas ouvertement apologétiques de crimes ou surtout de propos racistes et antisémites et sexistes. Et je pense que pour les œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art, la censure, ça serait même contre-productif au sens où ça effacerait la violence symbolique qui a été exercée à travers ces œuvres qui ont reproduit des schèmes de pensée qui minoraient certains groupes. Je pense que le travail d'explicitation est beaucoup plus important, et c'est pour ça qu'il est important justement de faire connaître, de verbaliser. On pose la question, est-ce qu'il faut contextualiser Gauguin? Je pense que ce qu'a fait la National Gallery de Londres en présentant les œuvres de Gauguin, de faire une sorte d'avertissement en disant que Gauguin a profité de sa position d'homme blanc dominant en situation coloniale. Je pense que c'est important qu'on sache qu'il y a cette dimension et ne pas la gommer, encore une fois, sans réduire les œuvres uniquement à cette dimension. On peut ne pas censurer, mais s'abstenir de célébrer. Alors voilà, je pense que c'est un point très important du débat qui a eu lieu. D'abord, on a identifié le boycott à la censure. Le boycott, c'est un droit individuel, il peut être collectif. Roman Polanski pour J'accuse. Il confirme son statut de recordman de la catégorie avec 5 Césars. Il a emporté à chacune de ses nominations Tess, le pianiste, Ghost. Le cinéma français déchiré au César 2020 avec la victoire de Roman Polanski. Un point d'orgue après des semaines de polémique. Depuis 1977, plusieurs femmes ont accusé Roman Polanski de les avoir agressées sexuellement ou violées. Je vais pas forcément censurer J'accuse de Polanski, mais est-ce vraiment le moment de lui accorder un César alors même que toute la profession est en train de s'interroger sur le fait que ces abus sont rendus possibles par le fait qu'il n'y a pas de contrôle, par le fait que le réalisateur concentre un pouvoir symbolique très important et aussi une autorité et un pouvoir de fait économique sur l'ensemble des personnes qui contribuent à produire les œuvres. Refuser de célébrer ou vouloir boycotter sont des droits qui ne sont pas équivalents à censurer. Mais ce que je trouve intriguant, c'est la mutation du paysage politique par rapport à ces débats autour de la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression, ça a longtemps été un cheval de bataille de la gauche, et c'était plutôt des éléments de la droite ou des groupes catholiques ou traditionnalistes, conservateurs, qui pouvaient s'en prendre à la liberté de l'art. Et là, depuis quelques années, c'est plutôt des militants antiracistes, féministes, progressistes, qui vont critiquer la morale d'une œuvre. C'est plutôt la droite qui va se présenter comme défenseuse de la liberté d'expression. Comment vous analysez cette évolution des pôles politiques sur cette question ? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que les attaques de la droite conservatrice, catholique, n'ont pas cessé. Elles continuent, et je ne mettrai pas du tout dans la même catégorie en fait ces deux types de remise en cause. Pourquoi ? Parce que je pense que la défense de la morale, d'une certaine morale, que a toujours revendiqué la droite conservatrice, c'est quelque chose qui défend l'ordre que cette bourgeoisie veut imposer aux autres, c'est-à-dire veut dire aux autres s'il faut être homme ou femme, s'il faut être hétérosexuel. More than 6,800 instances of books being temporarily or permanently pulled from library shelves during the 2024-2025 school year. The top 3 most banned books are A Clockwork Orange by Anthony Burgess, Breathless by Jennifer Niven, and Sold by Patricia McCormick.
Alors que, en fait, ce qui est dénoncé par les mouvements MeToo, c'est en fait quelque chose qui nuit à des victimes. Donc là, on a gagné en révélant des abus, des violences subies par des victimes qui, enfin, se sentent autorisés à prendre la parole. Et ça, c'est un gain énorme du point de vue de la liberté d'expression. On a précisé un certain nombre de choses, même par-delà de la liberté d'expression, même la question de l'âge du consentement qui a été débattue du point de vue légal. Donc je pense que là, ça montre les vertus du débat démocratique et on a gagné aussi parce que la liberté d'expression, c'est toujours, elle est toujours bornée. Voilà. Donc on a gagné à réfléchir à ces contours. Ça n'a pas grand sens de vouloir séparer l'œuvre de l'auteur. Non seulement l'auteur est responsable de ce qu'il écrit, y compris en fiction, mais il est toujours présent d'une manière ou d'une autre dans son œuvre. Pour autant, s'intéresser à ces liens n'empêche pas d'être attaché à l'autonomie de l'art aussi bien vis-à-vis de l'État que de la morale. Cela dit, il arrive que certains se drapent dans la liberté de création pour justifier des comportements criminels bien réels ou pour faire passer des idées haineuses. Gisèle Sapiro nous invite donc à défendre à la fois la liberté artistique et la liberté de boycotter et de critiquer. Bref, à tenir ensemble liberté de création et liberté d'expression. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!